Alors, il faut le reconnaître, l'inflation, le repli de l'inflation est plus rapide que prévu en France, en zone euro, mais parlons de la France. 1,9%, voilà les chiffres actuels en glissement annuel au mois d'août, sur un an donc. On devrait aller encore plus bas d'ici la fin de l'année. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plain, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE, l'INSEE, parce que ce sont les chiffres INSEE, qui viennent nous dire qu'on serait carrément à 1,6% d'inflation, tadam, à Noël. Voilà. Eh ben, ça c'est un cadeau de Noël. Ben ouais, c'est-à-dire que c'est plus un sujet, la hausse des prix en France. La parenthèse inflationniste, ça y est, elle est refermée. Alors, elle est refermée pour les économistes et les banques centrales, je pense. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'épisode d'une inflation, j'allais dire, incertaine, voire peu maîtrisée. Le reflux a été... On a connu 4, 6, 8, on est monté 9. à plus de 6, oui. Alors même, oui, dans certains pays, on était à plus de 10. Dans la Au plus haut en France, on était quoi? On était à 9. On était à 7 pratiquement. 7, ouais. Ça dépend si on regarde l'indice des prix à la consommation français fait par l'INSEE ou harmonisé au niveau d'Eurostat. Et on s'est pris sur 2 ou 3 ans, quoi, 15 points, 15% d'inflation. Alors, on a un peu plus de 10 points sur 2 ans. Sur 2 ans. Voilà. 2 ans, on a un peu plus de 10% sur 2 ans. On a fait mieux au final, il y a eu ce débat. La France a fait mieux en termes d'inflation que effectivement, en termes de choc, ça faisait pratiquement 40 ans qu'on n'avait pas eu une telle inflation, mais en relatif, la France s'en sort mieux que ses petits voisins européens. Avec 6% de déficit public à la clé. Et par contre, la contrepartie, c'est les boucliers, notamment, et la facture. Et la facture, elle est arrivée, là, ça y est, on y est là. Et là, on y est. D'ailleurs, on va sortir des boucliers, ça tombe assez bien. On n'est pas complètement sorti parce que malgré la sortie des boucliers, on va quand même avoir une baisse des prix de l'électricité attendue. Oui, en février. En février, qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et donc, parce que le reflux du prix du gros de l'électricité est tel que même malgré la hausse des taxes qui reviendrait à son niveau normal sur l'électricité, on a quand même une baisse des prix. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux, et donc ça va contribuer assez nettement à la faible inflation pour l'année prochaine. C'est plus un sujet, l'inflation. En France, on disait oui, pour les banques centrales. Mais alors, moi je parle des Français, vous et moi. Voilà. Monsieur tout le monde, moi. Voilà, monsieur tout le monde, moi aussi, et bon, un peu économiste aussi quand même, mais donc du coup un regard un peu différent, mais c'est-à-dire que forcément, nous, les cibles d'inflation, 2% pour la Banque centrale, on y est, ça ouvre la porte pour des baisses de taux, oui. Ça c'est quand même très intéressant aussi pour les Français. Oui. En revanche, ça efface pas le choc passé. Oui. C'est ça, et les Français le ressentent quand vous leur demandez est-ce que l'inflation est derrière nous, eux vont dire bah non, parce que les prix de l'alimentaire ont augmenté de 20%. Ces dernières années. Eux, ce qu'ils voient, ça ne redescendra pas. Et on ne reviendra pas au niveau d'avant-crise. Même si l'énergie reflue, elle ne reviendra pas au niveau non plus d'avant-crise. Donc en fait, si vous voulez, la marge d'escalier globale, elle est à peu près de 15%, quoi, en fait, de niveau des prix sur 3 ans. Un peu moins de 15, mais... Et donc ça, voilà, les Français le ressentent. Et c'est pour ça que la question du pouvoir d'achat reste prégnante, malgré la maîtrise de l'inflation, parce que les salaires n'ont pas augmenté sur la période autant que l'inflation, même s'il y a un rattrapage maintenant. Oui, rattrapage 2023, 2024. Il se fait avec retard, et donc on comble le fossé de baisse des salaires, enfin de réduction des salaires réels par rapport à cette inflation. Enfin, on comblera jamais les 15 points d'inflation qu'on s'est mangés. Non, on les comblera pas, et puis de toute façon, on peut pas revenir en arrière, il y a des effets de cliquet, parce que aussi les salaires ont réagi à cette inflation, les revenus, y compris immobilier, locatif, etc. Tout est indexé en partie sur l'inflation. Les retraites, dont on a beaucoup parlé, ont augmenté comme l'inflation. Le SMIC a augmenté comme l'inflation. Donc ça veut dire qu'il faut rebaisser pour revenir au niveau d'un prix, y compris tous ces revenus-là. Et là, personne ne veut, évidemment. Et là, bien sûr, vous n'allez pas dire aux retraités, on va baisser de 10% vos retraites. Donc il est évident qu'on ne reviendra pas au niveau d'avant-inflation. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'au départ, pour l'achat, même si ça ne comble pas le choc passé. Voilà. Après, pourquoi est-ce que cette hausse des prix en France décélère plus vite qu'attendu? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme prévu que les économistes n'ont pas vu venir? Même si c'est une bonne nouvelle, encore une fois. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le portefeuille et c'est une bonne nouvelle pour la politique monétaire. Moi, je pense que c'est surtout ça la bonne nouvelle. Ça a été un choc très négatif, la hausse des taux. Donc, on s'attend maintenant à une baisse de taux qui devrait apporter un peu de croissance pour 2025. Pourquoi un reflux aussi fort et qui n'était pas forcément prévu? C'est vraiment du côté de l'énergie. Pétrole, transport, télécom. Oui, c'est ça. Vous voyez, et dans le pétrole, vous avez le pétrole direct, celui que vous achetez, et puis le pétrole que vous utilisez pour le transport. Donc ça, c'est des choses qui ont beaucoup plus reflué que prévu. On ne s'attendait pas à un reflux aussi rapide de prix de l'énergie et des matières premières, et donc ça va jouer assez ça reste très volatile. Je veux dire, si ça, c'est le premier était élu en novembre, ça peut chambouler l'équilibre. Vous avez raison. Donc, première chose, reflux des prix de l'énergie et des matières premières plus fort. On a perdu $20 pardon, je coupe sur le pétrole en 2 mois. Oui, ce qui est énorme. D'ailleurs, on le voit quand vous allez faire le plein. Oui.
Si vous ne roulez pas l'électrique, l'électrique va baisser aussi, vous allez me dire. Mais du coup, on le voit assez nettement. Et puis, autre chose, c'est que les effets, ce qu'on appelait à l'époque, on appelle toujours de second tour, c'est-à-dire le fait, est-ce qu'il y aura une boucle prix-salaire, elle existe, mais elle a été limitée. C'est-à-dire que les salaires ont augmenté, mais ils ont augmenté moins vite que cette inflation, et donc ça n'a pas créé une inflation auto-entretenue, ce que craignaient notamment les banques centrales. Donc finalement, l'épisode s'est refermé plus vite que prévu. Ça ne veut pas dire que pour autant, on est à l'abri d'une certaine volatilité dans les années à venir de l'inflation, ou même d'une inflation structurelle plus élevée, pour plein de raisons, mais on peut l'évoquer là. Ouais. Après, juste, c'est une bouffée d'oxygène, on comprend bien d'avoir 1,6% d'inflation en fin d'année en France. Combien ça va apporter en plus de croissance? Je ne sais pas si on peut répondre à la question sur les prochains trimestres. Alors, ce qu'on voit, c'est que désormais, l'énergie est un soutien à la croissance. Alors que ça a amputé la croissance ces dernières années de façon assez significative, malgré les boucliers. C'est-à-dire que les boucliers compensaient en partie le choc, mais pas complètement. Et là, on retire les boucliers. Malgré le retrait des boucliers, en fait, on peut s'attendre à un soutien de la croissance lié à la baisse des prix de l'énergie. C'est peut-être pas très bon pour l'écologie, mais en tout cas, à court terme, c'est bon pour le pouvoir d'achat. Et puis après, l'autre effet, ce que je vous disais, qui est indirect, c'est la baisse des taux d'intérêt qu'on attend, qui va soutenir la croissance. Donc, effectivement, dans les leviers de croissance pour 2025, il y a vraiment l'effet de baisse des prix, donc soutien au pouvoir d'achat, et puis l'effet de baisse des taux d'intérêt et soutien au financement de l'économie. Donc ça, bon, là, on est en train de calculer un peu ces chiffres-là, mais ce n'est pas négligeable. Et ça pourrait compenser en partie le choc budgétaire qui pourrait être négatif, en partie. Et c'est tant mieux. Après, j'ai regardé l'INSEE, parce que dans ses prévisions, il faut prendre des hypothèses. L'INSEE a pris un baril à $78 pour faire ses prévisions d'inflation d'ici la fin de l'année. On est à $70 aujourd'hui. Oui. Donc ça se trouve, on sera encore plus bas en termes d'inflation que les 1,6 prévu. Oui, c'est effectivement, oui, tout à fait. On a voilà, l'hypothèse. Alors, est-ce que le 70 va se maintenir dans le temps ou pas parce qu'on a vu qu'il a baissé beaucoup très vite. Il y aura, il y a des réactions à tout ça, et en particulièrement de l'OPEP. Est-ce qu'on va avoir cette hausse? Mais si vous avez $10 de prix du baril en moins, oui, c'est quelques dixièmes de points d'inflation sur l'année en moins. Donc ça, c'est beaucoup. Et à ça s'ajoute la baisse des prix de l'électricité de minimum de 10% en février. Et ça, c'est aussi une contribution importante à la baisse de l'inflation, sachant que les salaires sont assez peu dynamiques en réalité. Vous n'avez pas une envolée des prix dans les services. Donc globalement, on va s'attendre à une inflation sur l'année 2025. Oui, c'était ma question d'ailleurs. J'anticipe du coup. Vers où on va, parce qu'on parle de 2024, 2025 c'est après-demain. Alors, on sera en dessous des 2%, probablement autour. Donc on va remonter un peu. C'est-à-dire si on est à 1,6 en glissement annuel en décembre. Oui, alors en moyenne, voilà. Mais après, il y aura des effets, il y a quand même ce qu'on appelle des effets de base, etc. Mais donc sur l'année, entre 1,6 et 1,7, c'est probable. Et c'est satisfaisant. Et c'est plutôt satisfaisant. Ça, c'est hors effet possible de choc non anticipé géopolitique ou autre. Parce que comme vous l'avez dit, l'élection de Donald Trump peut changer un certain nombre de choses, à la fois sur les relations internationales, on voit bien vis-à-vis de l'OTAN, l'Ukraine, la Russie, mais aussi vis-à-vis du Moyen-Orient, et la question des hydrocarbures est forcément forte là-dedans. Donc on a quand même aussi, même si l'inflation est revenue dans les clous, il faut s'habituer, à mon avis, à des périodes en fait un peu plus grande volatilité de l'inflation. C'est-à-dire qu'on a vécu pendant des années avec une très faible inflation, même avec un risque de déflation, qui était l'inverse. Désormais, l'inflation est maîtrisée, elle est revenue dans les clous, mais il ne faut pas écarter une forme de volatilité qui est liée aussi aux incertitudes, aux risques géopolitiques et autres. Et donc c'est bon pour la croissance, parce qu'on a vu les chiffres INSEE qui ont été revus, les prévisions du troisième trimestre de 0,5% à 0,4%. Aussi bon même, je crois, un quatrième trimestre négatif. Donc ce qu'on dit là sur l'inflation qui va se propager, etc., à toute l'économie, enfin c'est dont les effets vont se propager, on se dit que ça peut apporter donc un surcroît de croissance pour 2025. Pour 2025, oui. Pour 2024, en partie, on voit... On va tourner à autour de 1% de croissance cette année. Cette année, on sera à 1,1 a priori. Oui, un peu mieux que ce qu'avait d'ailleurs prévu le gouvernement. La question maintenant, elle est sur le débat sur 2025. D'où ma question, on serait... Alors, nous, on n'a pas arrêté encore notre scénario, mais assez proche de ce que raconte le gouvernement aujourd'hui, entre 1 et 1,1. On est dans ces clous-là. Donc, c'est pas dramatique non plus. Non, c'est pas dramatique. Mais alors ça, c'est avec la question d'une hypothèse budgétaire. Qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. Et on a repris juste les lettres de cadrage dans le choc budgétaire. Si jamais on fait 10 milliards d'économies, c'est pas pareil que si on en fait 30 ou 40, d'un point de vue économique. Et ça, c'est des effets qui... Si on fait 30 milliards d'euros d'économies, ça retire combien de croissance ? C'est pratiquement un point de PIB. 30 milliards. Ça dépend quelles mesures vous prenez, mais si vous prenez des mesures
assez rapide. Il n'y a plus de croissance. Croissance zéro l'année prochaine. Alors, ça fait 30 ans non, d'économie. attention, parce que le 1% de croissance ou un peu plus tient compte déjà d'un effet budgétaire de De redressement 10 des comptes milliards. publics De 10 milliards. de minimum 10 milliards, plus la sortie des mesures Ouais, ce serait exceptionnelles. 20. Il faudrait avoir l'impact de Donc, 20 milliards voilà, supplémentaires. c'est exactement ça. Ça serait plutôt les 20. Et donc là, vous pourriez avoir un demi-point de PIB potentiel en moins. Mais ça dépend beaucoup des mesures qui sont prises, du timing de tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'inflation n'est plus un sujet aujourd'hui. Ouais, c'est Maintenant, ça on que je voulais- attend. c'est ça que je voulais entendre. L'inflation n'est plus un sujet, c'est encore un sujet pour le quotidien des Français parce qu'il y a quand même encore cette question du pouvoir d'achat. Ça ouvre la porte à la baisse des taux. Maintenant, l'incertitude, elle est beaucoup plus politique et budgétaire. Bon, pour l'instant, on ne peut pas en parler parce qu'on ne sait pas. Non, je reviendrai pour ça. Et oui, avec grand plaisir. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département Analyse et Prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David.